Je suis allé rendre visite à mon ami, mais j'ai vu la moto de mon mari dans son garage. Quand j'ai entendu ce qu'il a dit à l'intérieur, j'ai réalisé qu'il mentait depuis des mois. Alors, j'ai planifié la fête d'anniversaire parfaite pour exposer leur liaison. J'ai servi les papiers du divorce avec le barbecue, devant les deux familles. Vous savez ce moment où vous réalisez que les deux personnes à qui vous faites le plus confiance au monde vous mentent effrontément depuis des mois. C'est exactement là où j'étais mardi dernier après-midi, debout dans l'allée de ma meilleure amie, fixant la moto distinctive rouge Harley-Davidson de mon mari garée dans son garage comme si elle y avait sa place. Ce que j'ai entendu quand je me suis rapproché de la maison m'a fait réaliser que parfois les pires trahisons viennent des personnes censées vous aimer le plus. Je suis Laure Dubois, 36 ans. Et jusqu'à la semaine dernière, je pensais avoir la vie parfaite. Un mari aimant depuis 8 ans, une meilleure amie que je connaissais depuis l'université, et une maison confortable en banlieue d'une ville du sud de la France, où nous prévoyons de vieillir ensemble. Pierre et moi nous sommes rencontrés par l'intermédiaire de Sophie. En fait, elle sortait avec son colocataire à l'université et nous a présentés lors d'une fête. Vous êtes faits l'un pour l'autre, avait-elle dit. Et pendant 8 ans, je croyais qu'elle avait raison. Sophie Dupont était ma meilleure amie depuis 14 ans. Nous avions été colocataires à l'université, témoins d'honneur au mariage de l'une et de l'autre, et le genre d'amis qui parlaient tous les jours de tout et de rien. C'était la sœur que je n'avais jamais eue. La personne que j'appelais quand j'étais heureuse, triste, confuse ou juste ennuyée. Quand Pierre et moi nous sommes mariés, Sophie était juste à côté de moi, m'aidant à choisir ma robe et à planifier chaque détail de notre mariage. Elle était aussi la personne à qui je me confiais sur nos difficultés conjugales au cours de la dernière année. La façon dont Pierre avait été distant ces derniers temps, travaillant de plus longues heures à son entreprise de construction, passant plus de temps avec ses amis du club de motards. J'ai dit à Sophie les soirs où Pierre rentrait tard, sentant la bière et la cigarette, affirmant qu'il avait été à des réunions du club qui semblaient se dérouler de plus en plus tard chaque semaine. Les hommes et leurs jouets de crise de la quarantaine, disait Sophie, levant les yeux au ciel. Pierre traverse juste une phase. Il t'aime, Laure. N'importe qui peut voir ça. En y repensant, je peux voir à quel point elle a parfaitement joué le rôle de la meilleure amie compréhensive tout en planifiant probablement son prochain rendez-vous avec mon mari. La moto avait été l'obsession de Pierre au cours des 2 dernières années. Il a acheté la Harley pour son 35e anniversaire, affirmant qu'il avait besoin de quelque chose pour se sentir à nouveau jeune. Au début, j'ai été compréhensive, même enthousiaste. Nous avons parlé de faire des escapades d'un week-end ensemble, d'explorer les magnifiques routes de la région. Mais au lieu de nous rapprocher, la moto est devenue un coin entre nous. Pierre a rejoint un club de motards, les Cavaliers du Soleil, et soudain ces week-ends étaient consommés par les virées, les rassemblements et les réunions du club. Il partait le samedi matin et ne rentrait pas avant tard le dimanche soir, affirmant que le club s'était arrêté pour dîner ou prendre un verre, ou faire un camping improvisé pour lequel ça ne valait pas le coup de rentrer à la maison. Tu devrais venir parfois, disait-il, mais cela ne ressemblait jamais à une invitation sincère. Bien que la plupart des femmes trouvent ça assez ennuyeux. J'avais commencé à sentir que la moto était la manière pour Pierre d'avoir une vie qui ne m'incluait pas. Mais Sophie me rassurait toujours en disant que c'était normal, que son ex-mari, Michel, avait traversé une phase similaire avec son obsession pour le golf. Au moins Pierre ne joue pas ou ne boit pas trop, disait-elle. Il a juste trouvé un hobby qui le passionne. Sois reconnaissante. C'est quelque chose d'inoffensif. Inoffensif. C'est ce que je pensais aussi. Jusqu'à mardi dernier. Je ne me sentais pas bien toute la semaine. Un rhume d'été qui m'avait complètement mise à terre. Pierre était parti travailler ce matin-là comme d'habitude, et j'avais passé la journée sur le canapé, regardant Netflix sans discontinuer et m'apitoyant sur mon sort. Mardi après-midi, je commençais à me sentir à nouveau humaine, et je me suis souvenu que j'avais emprunté la mijoteuse de Sophie la semaine précédente et que je devais la lui rendre. Sophie vivait à environ 10 minutes, dans un quartier similaire, et j'étais allé chez elle des centaines de fois au fil des ans. Je savais qu'elle travaillait à domicile en tant que graphiste indépendante, alors j'ai pensé que je pouvais passer à l'improviste comme je le faisais toujours. Nous étions le genre d'amis qui n'avaient pas besoin d'invitation ou de plan formel. Nous nous présentions juste quand nous avions besoin l'une de l'autre. La mijoteuse était lourde, et je me sentais encore faible d'avoir été malade, alors j'ai décidé de me garer dans son allée au lieu de me garer dans la rue comme je le faisais habituellement. C'est là que j'ai vu la Harley rouge de Pierre garée dans le garage de Sophie comme si elle y avait été de nombreuses fois auparavant. Ma première pensée fut la confusion.
Pourquoi Pierre serait-il chez Sophie au milieu d'un mardi après-midi? Il était censé être au travail, gérant un projet de construction commerciale de l'autre côté de la ville. Ma deuxième pensée fut l'inquiétude. Peut-être lui était-il arrivé quelque chose. Peut-être que Sophie m'avait appelé, mais que j'avais manqué l'appel pendant que je dormais. Mais alors que j'étais assise dans ma voiture à fixer cette moto, une sensation nauséeuse a commencé à grandir dans mon estomac. La moto n'était pas garée négligemment, comme quelqu'un qui s'était arrêté rapidement. Elle était positionnée soigneusement, rangée dans le coin du garage où elle ne serait pas visible de la rue. Elle était garée comme quelqu'un qui ne voulait pas être vu. J'ai éteint ma voiture et suis restée assise là un moment, essayant de comprendre ce que je voyais. Il devait y avoir une explication innocente. Peut-être que la camionnette de Pierre était tombée en panne et que Sophie avait proposé de l'aider. Peut-être y avait-il une sorte d'urgence dont je n'étais pas au courant. Peut-être qu'il préparait une surprise pour moi et ne voulait pas que je sache que Pierre était là. Mais même si j'essayais de me convaincre que tout allait bien, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai attrapé la mijoteuse et me suis dirigé vers la porte d'entrée de Sophie, mon cœur battant plus fort à chaque pas. La maison semblait normale de l'extérieur. La voiture de Sophie était dans l'allée. Les rideaux étaient tirés comme d'habitude pendant la journée, et rien n'était manifestement déplacé. Mais savoir que Pierre était à l'intérieur a changé tout le décor familier. J'ai tendu la main vers la sonnette, puis j'ai hésité. Sophie et moi avions les clés de la maison de l'une et de l'autre, un arrangement restant de l'université que nous avions maintenu au fil des ans pour les urgences et la commodité. J'avais utilisé ma clé des dizaines de fois lorsqu'elle m'attendait ou lorsque j'avais besoin d'emprunter quelque chose pendant qu'elle était sortie. Quelque chose m'a poussé à tendre la main vers ma clé au lieu de sonner. Peut-être était-ce l'intuition. Peut-être était-ce la suspicion. Ou peut-être que je ne voulais juste pas annoncer mon arrivée et devoir attendre sur le pas de la porte, me sentant malade et faible. Quelle que soit la raison, j'ai doucement déverrouillé la porte d'entrée de Sophie et suis entré. La maison était silencieuse, mais j'entendais des voix venir de l'arrière de la maison, de la chambre de Sophie. J'ai posé la mijoteuse près de la porte d'entrée et suis resté là, écoutant. J'entendais distinctement le rire de Sophie, ce rire éclatant et contagieux que je connaissais depuis 14 ans. Et j'entendais une voix d'homme répondre, une voix qui ressemblait exactement à celle de mon mari. Mon cerveau logique essayait toujours de trouver des explications innocentes. Peut-être que Pierre était passé pour demander conseil à Sophie sur la façon de me faire une surprise. Peut-être qu'il préparait ma fête d'anniversaire et avait besoin de se coordonner en secret. Peut-être y avait-il une explication parfaitement raisonnable expliquant pourquoi mon mari et ma meilleure amie étaient dans sa chambre un mardi après-midi alors que j'étais censé être malade à la maison, mais mon instinct savait mieux. J'ai marché doucement à travers le salon de Sophie, mes pieds nus silencieux sur son parquet. Les voix devenaient plus claires à mesure que je m'approchais, et je pouvais définitivement identifier la voix de Pierre maintenant. Mais il y avait quelque chose de différent dans son ton, plus chaud, plus intime que le ton qu'il utilisait avec moi ces derniers temps. Je me suis arrêté devant la porte de la chambre de Sophie, qui était partiellement ouverte, et j'ai écouté. « On ne peut pas continuer comme ça, » disait Pierre. « Laure commence à poser des questions sur où je vais le week-end. Alors, qu'est-ce que tu veux que je lui dise quand elle m'appelle en pleurant sur la façon dont tu as été distant ?» La voix de Sophie était douce, presque tendre. « Elle pense que tu traverses une sorte de crise de la quarantaine. » Pierre rit, mais ce n'était pas son rire habituel. C'était le rire qu'il me donnait quand nous sortions ensemble pour la première fois, quand tout ce que je disais le ravissait. Laisse-la penser ça, c'est plus facile que la vérité, qui est que je ne suis pas heureux depuis des années, que je l'ai épousée parce que ça semblait la bonne chose à faire, mais que je n'ai jamais ressenti pour elle ce que je ressens pour toi. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai agrippé le cadre de la porte pour ne pas tomber, mon souffle coupé dans ma gorge. Cela ne pouvait pas être en train de se produire. Pierre ne pouvait pas dire ces choses sur notre mariage, sur moi, à ma meilleure amie. « Tu te sens coupable ?» dit Sophie, et j'entendais le bruit de mouvement, comme quelqu'un se déplaçant sur le lit. « Bien sûr que je me sens coupable. C'est une bonne personne. Elle ne mérite pas ça. Mais je ne peux pas continuer à faire semblant d'être heureux quand je ne le suis pas. Alors quitte-la. » La façon désinvolte dont Sophie l'a dit, comme si mon mariage n'était qu'un inconvénient dont il fallait se débarrasser, m'a rendu les jambes faibles. C'était ma meilleure amie, la femme qui m'avait aidé à planifier mon mariage, qui m'avait écouté m'inquiéter de la distance de Pierre, qui m'avait rassuré que tout irait bien. « Ce n'est pas si simple, » dit Pierre.
la maison, les finances, sa famille. Ça la détruirait. Alors à la place, tu vas juste continuer à vivre dans un mensonge. Pour l'instant, jusqu'à ce que je trouve comment faire ça sans complètement détruire sa vie. Je ne pouvais plus écouter. Je ne pouvais pas rester là et entendre mon mari et ma meilleure amie discuter de mon mariage comme si c'était un problème qu'ils devaient résoudre, comme si j'étais un obstacle sur le chemin de leur bonheur. J'ai reculé de la porte, mon cœur battant si fort j'étais sûr qu'ils l'entendraient. Mais alors que je me tournais pour partir, j'ai entendu Pierre dire quelque chose qui m'a figé sur place. Je t'aime, Sophie. Je t'aime depuis l'université, mais tu sortais avec Michel, et puis tu m'as présenté Laure, et j'ai pensé que je devais essayer de m'en remettre, mais je n'y suis jamais arrivé. Je t'aime aussi, murmura Sophie en retour. J'ai toujours t'aimé. Même quand j'étais avec Michel, même quand tu as épousé Laure, j'ai continué de penser qu'un jour. Ce jour est aujourd'hui, dit Pierre. J'entendis le bruit de baisers indubitables. Et c'est là que j'ai finalement bougé. J'ai couru à travers la maison de Sophie aussi doucement que possible, attrapé la mijoteuse que j'avais laissée près de la porte d'entrée, et suis retourné à ma voiture avant de m'effondrer complètement. Je suis resté assise dans mon allée pendant ce qui a semblé des heures, fixant ma maison et essayant de traiter ce que je venais d'entendre. Mon mari depuis 8 ans avait une liaison avec ma meilleure amie depuis 14 ans. Pas seulement une liaison physique, mais une émotionnelle qui apparemment remontait à l'université. Ils étaient amoureux l'un de l'autre, avaient toujours été amoureux l'un de l'autre, et j'étais juste l'épouse gênante se tenant sur leur chemin. Tout a soudainement pris sens. La distance que j'ai ressentie de Pierre n'était pas à propos d'une crise de la quarantaine ou du stress du travail. C'était à propos de lui étant amoureux de quelqu'un d'autre. Les assurances constantes de Sophie concernant mon mariage ne venaient pas d'un lieu d'amitié. Elles venaient de quelqu'un qui voulait m'empêcher de regarder de trop près ce qui se passait réellement. Combien de fois avais-je appelé Sophie en pleurant sur le comportement de Pierre, seulement pour qu'elle me calme et me convainque que tout allait bien? Combien de fois avait-elle écouté mes inquiétudes concernant mon mariage tout en planifiant secrètement son prochain rendez-vous avec mon mari? Combien de fois Pierre avait-il prétendu être à des événements du club de motards quand il était vraiment avec Sophie? J'ai pensé à toutes les virées de week-end que Pierre avait faites. Toutes les réunions du club qui se prolongeaient. Toutes les fois où il était rentré à la maison sentant le parfum de quelqu'un d'autre mais prétendant que c'était juste d'être près des femmes des autres motards. J'ai pensé aux encouragements de Sophie pour que je laisse de l'espace à Pierre et que je ne sois pas collante quand j'avais exprimé mon inquiétude concernant notre distance grandissante. Il me manipulait depuis des mois, peut-être plus longtemps, travaillant ensemble pour me maintenir dans l'ignorance pendant qu'ils construisaient leur relation derrière mon dos. Le pire n'était même pas la trahison. C'était la réalisation que les deux personnes à qui je faisais le plus confiance au monde m'avaient menti effrontément tout en faisant semblant de se soucier de mes sentiments. Pierre m'avait laissé m'inquiéter pour notre mariage, me laissant me blâmer pour la distance entre nous quand le vrai problème était qu'il construisait une relation avec quelqu'un d'autre. Sophie m'avait laissé me confier à elle sur mes peurs et mes insécurités, tout en sachant exactement pourquoi mon mari s'éloignait. Je suis resté assise dans cette voiture jusqu'à ce qu'il fasse nuit, essayant de trouver quoi faire ensuite. Je pouvais les confronter immédiatement, mais à quoi bon? Ils ne feraient que tout nier. Prétendre que j'avais mal compris ce que j'avais entendu. Essayer de me manipuler psychologiquement pour me faire croire que j'exagérais. Ou je pouvais planifier ma réponse soigneusement, rassembler des preuves, et m'assurer que lorsque je les confronterais enfin, il n'y aurait aucune place pour le déni ou la manipulation. J'ai choisi cette dernière option. Au cours de la semaine suivante, je suis devenu détective dans ma propre vie. J'ai commencé à prêter attention à l'emploi du temps de Pierre d'une manière que je n'avais jamais eue auparavant, croisant ses prétendus déplacements avec sa disponibilité réelle pour rencontrer Sophie. J'ai vérifié nos relevés téléphoniques et trouvé des dizaines d'appels et de SMS entre Pierre et Sophie. Des appels qui avaient eu lieu pendant des périodes où Pierre prétendait être occupé par le travail ou les activités du club. J'ai également commencé à tester la loyauté de Sophie. Je l'appelais avec de fausses préoccupations conjugales, décrivant des problèmes qui n'existaient pas juste pour voir comment elle réagirait. Chaque fois, elle m'a encouragé à laisser de l'espace à Pierre ou à ne pas en faire toute une histoire pour rien. Elle travaillait activement pour m'empêcher d'examiner mon mariage de trop près. Peut-être devrais-tu te concentrer sur tes propres hobbies, a-t-elle suggéré quand j'ai appelé pour me plaindre de la prochaine virée de Pierre ce week-end. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il t'inclue dans tout. Mais nous faisions tout ensemble, ai-je dit, testant sa réaction. Les gens changent, Laure. Les mariages traversent des phases.
Tu ne peux pas t'accrocher à la façon dont les choses étaient avant. Elle me donnait des conseils conçus pour me faire reculer, pour donner à Pierre plus de liberté pour continuer leur liaison. Ma meilleure amie sabotait activement mon mariage tout en faisant semblant de m'aider à le sauver. J'ai également commencé à rassembler des preuves concrètes. J'ai trouvé des frais de carte de crédit pour les hôtels et restaurants à des dates où Pierre prétendait être à des réunions du club. J'ai découvert que le club des Cavaliers du Soleil avait un calendrier public d'événements en ligne. Et beaucoup des événements que Pierre prétendait fréquenter soit n'existaient pas, soit se déroulaient à des dates différentes de celles qu'il me disait. Le plus accablant de tout, j'ai trouvé des photos sur les comptes de médias sociaux de Pierre, des photos de rassemblements de motos où Sophie était clairement visible en arrière-plan, parfois assise derrière Pierre sur sa moto, parfois juste se tenant suffisamment près de lui pour que leur relation ait l'air de tout sauf occasionnelle. Les preuves peignaient un tableau clair. Pierre et Sophie menaient une liaison depuis des mois, utilisant ces activités au club de motards comme couverture pour leur rencontre. Ils avaient été prudents, mais pas assez prudents pour tromper quelqu'un qui faisait réellement attention. Mais je devais encore décider comment les confronter. Je pouvais gérer cela en privé, juste entre nous trois. Ou je pouvais le rendre public, exposer leur trahison à nos amis communs et aux membres de notre famille qui avaient involontairement soutenu leur tromperie. J'ai pensé à toutes les personnes qui m'avaient encouragé à être patiente avec la face de Pierre. Tous les amis qui me disaient combien j'étais chanceuse d'avoir une meilleure amie si compréhensive comme Sophie. J'ai pensé à la famille de Pierre qui adorait Sophie et commentait souvent à quel point elle était une bonne amie pour moi. J'ai pensé à ma propre famille qui avait accueilli Pierre et Sophie comme des figures permanentes dans nos vies. Toutes ces personnes méritent de savoir qui ils avaient réellement soutenu. J'ai décidé de planifier une confrontation qui exposerait la liaison de Pierre et Sophie à tous ceux qui comptaient dans nos vies. Pas par méchanceté, mais par désir d'honnêteté. J'étais fatigué d'être la seule personne qui ne connaissait pas la vérité sur ma propre vie. J'ai planifié un barbecue pour le samedi suivant, invitant nos deux familles, nos amis communs proches, et plusieurs membres du club de motards de Pierre. J'ai dit à tout le monde que c'était pour célébrer notre 8e anniversaire de mariage, une célébration de notre mariage solide et de nos merveilleuses amitiés. Pierre sembla surpris par l'invitation à la fête, mais a accepté. C'est une excellente idée, a-t-il dit. Ce sera agréable d'avoir tout le monde réuni. Sophie était tout aussi compréhensive. Je suis si contente que tu fasses ça, m'a-t-elle dit. Toi et Pierre êtes ensemble depuis si longtemps, et c'est important de célébrer cela. L'ironie était presque trop à supporter. J'ai passé la semaine à préparer la fête avec la même attention méticuleuse que j'avais utilisée pour planifier mon mariage 8 ans plus tôt. J'ai acheté des décorations célébrant le mariage et l'amitié, des bannières disant « L'amour l'emporte toujours et amis pour toujours ». J'ai créé un diaporama de photos présentant des photos de Pierre et moi tout au long de notre relation, y compris plusieurs photos où Sophie était clairement visible comme notre amie et soutien de confiance. J'ai également préparé un discours, pas un toast célébrant notre mariage, mais une présentation sur la vérité, la confiance et l'importance de l'honnêteté dans les relations. J'ai répété jusqu'à pouvoir le délivrer sans m'effondrer, le chronométrant parfaitement pour venir juste après que tout le monde ait fini de manger. Mais avant que quiconque ne commence à partir. Le jour de la fête était parfait, ensoleillé et chaud, avec une légère brise qui rendait agréable d'être dehors. Notre jardin arrière était magnifique, décoré de lumière, de fleurs et de photos, célébrant 8 ans de ce que tout le monde croyait être un mariage heureux. Pierre et Sophie semblaient tous deux détendus et heureux, jouant parfaitement leur rôle. Pierre a fait griller des hamburgers et parler motard avec ses amis du club. Sophie a aidé à servir les boissons et me complimenté sur les décorations. Pour tout le monde regardant, il ressemblait au trio parfait. Mari aimant, épouse dévouée, et meilleur ami fidèle. Si seulement il savait. Environ 1 heure après le début de la fête, je me suis excusé pour aller chercher ma surprise à l'intérieur. Les preuves que j'avais compilées au cours de la semaine précédente. J'avais tout organisé dans un dossier de présentation soigné avec des photos, des relevés de cartes de crédit, des relevés téléphoniques, et une chronologie montrant exactement comment Pierre et Sophie avaient trompé tout le monde. Quand je suis retourné dans le jardin arrière, j'ai demandé à tout le monde de se rassembler pour une annonce spéciale. Merci à tous d'être venus célébrer avec nous, commençai-je, ma voix stable malgré mon cœur battant la chamade. Cela signifie tellement d'avoir toute notre famille et nos amis réunis ici. Tout le monde souriait, s'attendant à un doux toast d'anniversaire. Il y a 8 ans, Pierre et moi avons promis de nous aimer, nous honorer et nous chérir mutuellement. Nous avons également promis d'être honnêtes l'un avec l'autre, d'être fidèles l'un à l'autre,
et de construire une vie ensemble basée sur la confiance et le respect mutuel. Pierre hochait la tête, l'air satisfait de mon discours jusqu'à présent. Ces promesses ont été témoins par beaucoup d'entre vous, y compris ma meilleure amie Sophie, qui nous a présenté et a été une présence constante dans notre mariage depuis. Sophie rayonnait, profitant clairement d'être reconnue devant tout le monde. Aujourd'hui, je veux parler de l'importance de la vérité dans les relations et de ce qui arrive quand les personnes à qui vous faites le plus confiance décident que mentir est plus facile que l'honnêteté. Je pouvais voir l'expression de Pierre commencer à changer, une lueur d'incertitude traversant son visage. Pendant des mois, j'ai été inquiète des changements dans mon mariage. Pierre a été distant, passant plus de temps loin de la maison, et je ne pouvais pas comprendre ce qui n'allait pas. J'ai confié ces préoccupations à Sophie, qui m'a répété à maintes reprises que tout allait bien, que Pierre traversait juste une phase, et que je devais lui laisser de l'espace. La foule écoutait toujours poliment, bien que quelques personnes semblaient confuses sur la direction que prenait ce discours. Ce que j'ai découvert la semaine dernière, c'est que les conseils de Sophie ne venaient pas d'un lieu d'amitié. Ils venaient de quelqu'un qui avait un intérêt direct à m'empêcher de regarder de trop près le comportement de mon mari. Maintenant, j'avais l'attention complète de tout le monde. Pierre était devenu pâle et Sophie me regardait avec un mélange de confusion et de panique. Mardi dernier, je suis allé chez Sophie pour lui rendre une mijoteuse que j'avais empruntée. C'est là que j'ai trouvé la moto de Pierre dans son garage et que je les ai entendus discuter de leur liaison. Le silence était assourdissant. On pouvait littéralement entendre la brise bruisser à travers les arbres. J'ai entendu mon mari dire à ma meilleure amie qu'il n'a jamais été heureux dans notre mariage, qu'il m'a épousée parce que ça semblait la bonne chose à faire, mais qu'il a toujours été amoureux d'elle. Plusieurs personnes ont halté audiblement. La mère de Pierre a laissé tomber son verre. J'ai entendu Sophie, ma meilleure amie depuis 14 ans, encourager Pierre à me quitter pour qu'ils puissent être ensemble. J'ai ouvert mon dossier de présentation et commencé à distribuer des copies des preuves que j'avais compilées. Ce sont des relevés téléphoniques montrant des centaines d'appels et de SMS entre Pierre et Sophie au cours des 6 derniers mois. Ce sont des relevés de cartes de crédit montrant des frais pour des hôtels et des dîners romantiques que Pierre prétendait être des événements du club de motards. Et ce sont des photos de rassemblements de motos où Sophie est clairement visible comme la compagne de Pierre, pas sa femme. Pierre a commencé à se lever. Son visage affichait de la colère ou de la gêne. « Pierre, tu ne peux pas t'asseoir, dis-je fermement. Je n'ai pas terminé. » Quelque chose dans mon ton l'a fait obtempérer. Pendant des mois, vous deux m'avez menti effrontément tout en faisant semblant de vous soucier de mes sentiments. Pierre, tu m'as laissé m'inquiéter pour notre mariage et me blâmer pour la distance entre nous, quand le vrai problème était que tu construisais une relation avec quelqu'un d'autre. Sophie, tu m'as écouté pleurer sur mes peurs et mes insécurités tout en planifiant secrètement ton prochain rendez-vous avec mon mari. J'ai regardé autour de notre famille et de nos amis, tous stupéfaits. Je voulais que tout le monde soit là aujourd'hui parce que vous avez tous soutenu involontairement la tromperie de Pierre et Sophie. Quand je m'inquiétais du comportement de Pierre, beaucoup d'entre vous m'ont dit d'être patiente, de lui laisser de l'espace, de croire que tout irait bien. Quand Sophie défendait les actions de Pierre et m'encourageait à reculer, vous pensiez probablement qu'elle était une bonne amie. J'ai pris le dernier élément de mon dossier, les papiers du divorce que j'avais préparés plus tôt dans la semaine. Pierre, ce sont les papiers du divorce. Je demande le divorce pour cause d'adultère, et j'ai toutes les preuves dont j'ai besoin pour étayer cette affirmation. Sophie, notre amitié est évidemment terminée, mais je veux que tu saches que je ne te blâme pas d'être tombée amoureuse de mon mari. Je te blâme de m'avoir menti à ce sujet tout en faisant semblant d'être mon ami. Le jardin arrière a éclaté dans le chaos. Les membres de la famille de Pierre exigeaient des explications. Sophie pleurait et plusieurs de nos amis regardaient alternativement entre nous trois comme s'ils regardaient un match de tennis. Pierre a finalement trouvé sa voie. Laure, pouvons-nous s'il vous plaît discuter de cela en privé? Nous avons eu 8 ans pour discuter des choses en privé. Tu as choisi d'avoir des discussions privées avec Sophie à la place. Sophie a essayé une approche différente. Laure, je n'ai jamais voulu que cela arrive. J'ai essayé de rester loin de Pierre, mais tu n'as pas essayé très fort, n'est-ce pas? Tu n'as pas essayé assez fort pour éviter d'avoir une liaison ou pour arrêter de me mentir quand je t'ai demandé tes conseils sur mon mariage. J'ai rassemblé mon dossier de preuves et me suis dirigé vers la maison. La fête est terminée, ai-je annoncé. Pierre, je resterai chez ma sœur Claire pendant que tu feras tes valises. Sophie, je préférerais que tu ne me contactes plus. Et puis je suis entré dans ma maison,
laissant derrière 8 ans de mariage et 14 ans d'amitié, ainsi qu'environ 30 personnes qui connaissaient enfin la vérité sur les relations qu'ils célébraient. Les conséquences furent rapides et décisives. Pierre a déménagé en une semaine, allant rester chez son frère Antoine pendant que lui et Sophie déterminaient leurs prochaines étapes. Nos amis communs étaient divisés. Certains soutenaient ma décision d'exposer la liaison publiquement, d'autres critiquent de mes méthodes. Tu aurais pu gérer ça plus en privé, m'a dit un ami. Avais-tu vraiment besoin de les humilier devant tout le monde? Ils m'ont humilié pendant des mois en me mentant effrontément, ai-je répondu. Au moins, mon humiliation d'eux était honnête. Le processus de divorce fut étonnamment simple. L'avocat de Pierre lui a conseillé de ne rien contester puisque les preuves de son adultère étaient accablantes et publiques. Nous avons partagé nos biens également et j'ai gardé la maison puisque je pouvais assumer les paiements seul. Sophie et Pierre sont ensemble maintenant, vivant dans un appartement de l'autre côté de la ville. Selon des amis communs, ils semblent heureux, bien que leur relation soit compliquée par le fait que tout le monde dans leur vie sait comment elle a commencé. Certains amis de Pierre du club de motards ont cessé de s'associer avec lui, disant qu'ils ne pouvaient pas respecter un homme qui avait menti à sa femme pendant des mois. Quant à moi, je vais mieux que je ne l'avais jamais espéré. La fin de mon mariage fut dévastatrice, mais elle fut aussi libératrice. Je ne dois plus me demander pourquoi mon mari semble distant ou m'inquiéter de ce que je fais de mal ou accepter les assurances de personnes qui travaillent activement contre mes meilleurs intérêts. J'ai reconnecté avec des amis que j'avais perdus de vue pendant mon mariage, commencé à voyager dans des endroits où Pierre n'avait jamais voulu aller, et commencé à reconstruire ma vie autour de mes propres préférences au lieu de m'adapter à l'agenda secret de quelqu'un d'autre. 6 mois après la confrontation du barbecue, j'ai reçu une lettre de Sophie. Elle s'est excusée pour son rôle dans la tromperie et a dit qu'elle espérait qu'un jour je pourrais peut-être lui pardonner. Elle a également mentionné que sa relation avec Pierre était en difficulté parce qu'ils avaient construit leur fondation sur des mensonges et la trahison. Difficile de faire entièrement confiance à quelqu'un quand on sait qu'il est capable de tromper les gens qu'il prétend aimer, a-t-elle écrit. Je n'ai jamais répondu à la lettre, mais j'ai trouvé intéressant que Sophie découvre ce que j'avais appris trop tard. Que les gens qui peuvent vous mentir pendant des mois ne se transforment pas magiquement en partenaires honnêtes juste parce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. 1 an plus tard, j'ai recommencé à sortir avec quelqu'un. Le premier homme avec qui je suis sorti m'a demandé ce qui avait mis fin à mon mariage, et je lui ai dit la vérité. Que mon mari avait une liaison avec ma meilleure amie, et que je l'avais découvert par accident. Comment avez-vous géré la découverte, a-t-il demandé. J'ai rassemblé des preuves, planifié soigneusement, et les ai exposées publiquement à notre fête d'anniversaire. Il fut silencieux un instant, puis sourit. Rappelez-moi de ne jamais vous mentir. Bonne politique, acquiesçai-je. Cette relation n'a pas marché pour des raisons sans rapport, mais sa réaction m'a appris quelque chose d'important. La bonne personne ne sera pas intimidée par vos standards d'honnêteté. La bonne personne appréciera que vous refusiez d'accepter la tromperie comme de l'amour. J'ai 37 ans maintenant, célibataire, et finalement en paix avec mon propre jugement. Je fais confiance à nouveau à mes instincts. Je pose des questions directes quand quelque chose n'a pas de sens et je n'accepte pas qu'on me dise que je suis paranoïaque comme réponse à des préoccupations légitimes. La moto a disparu depuis longtemps. Pierre l'a vendue après le divorce, probablement parce que ça lui rappelait comment ses mensonges avaient été exposés. Mais parfois je passe en voiture devant la maison où Pierre et Sophie vivent maintenant, et je pense à quel point les choses auraient pu être différentes s'ils avaient juste été honnêtes dès le début. Si Pierre m'avait dit il y a des années qu'il n'était pas heureux dans notre mariage, on aurait pu travailler dessus ou y mettre fin à l'amiable. Si Sophie avait admis ses sentiments pour Pierre au lieu de m'encourager à ignorer mes instincts concernant mon propre mariage, nous aurions tous pu gérer la situation avec dignité. Au lieu de cela, ils ont choisi la tromperie. Et la tromperie entraîne toujours des conséquences. La confrontation du barbecue n'était pas une vengeance. C'était à propos de la vérité. Il s'agissait de refuser de protéger des mensonges qui détruisaient ma vie. Il s'agissait de donner à tous ceux qui se souciaient de moi les informations dont ils avaient besoin pour comprendre ce qui s'était réellement passé dans mon mariage. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser de permettre la tromperie de quelqu'un d'autre. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de dire la vérité, même quand c'est désordonné et public et inconfortable. Et parfois, la chose la plus révolutionnaire que vous puissiez faire est de faire entièrement confiance à vos propres instincts. Même quand les personnes que vous aimez le plus investissent à vous convaincre que vous avez tort. J'ai choisi la vérité plutôt que le confort, l'honnêteté plutôt que la commodité,
et ma propre dignité plutôt que les secrets des autres. Et je referai le même choix à chaque fois. Parce que vivre dans la vérité, même une vérité douloureuse, est infiniment mieux que de vivre dans des mensonges confortables. Et défendre soi-même, même quand ça coûte tout ce qu'on pensait vouloir, est infiniment mieux que de rester silencieux pour protéger des gens qui ne vous protégeraient pas. Parfois, les personnes qui prétendent vous aimer le plus sont celles qui causent le plus de dégâts à votre vie. Et parfois, la seule façon de vous sauver est d'arrêter de les sauver. Les semaines qui ont suivi la révélation de la fête d'anniversaire ont été comme regarder un château de cartes soigneusement construit s'effondrer au ralenti. L'immédiate conséquence fut chaotique. La famille de Pierre exigeant des explications, les larmes et les démentis de Sophie, nos amis communs choisissant leur camp basé sur des informations incomplètes. Mais une fois la poussière retombée, la véritable étendue de la tromperie de Pierre et Sophie devint encore plus claire. 3 jours après la fête, j'ai reçu un appel de Marc, un des amis de Pierre du club de motards qui avait été au barbecue. Il avait été silencieux pendant ma révélation, mais avait apparemment traité tout ce qu'il avait entendu. « Laure, je te dois des excuses, a-t-il dit. Et j'ai des informations que tu dois savoir. » Marc a expliqué que plusieurs membres du club avaient été mal à l'aise avec Pierre amenant Sophie au virée et rassemblement, surtout quand il la présentait comme une amie de la famille plutôt que de reconnaître qu'elle était la meilleure amie de sa femme. Ils avaient supposé que je connaissais la participation de Sophie aux activités du club, mais quand Pierre n'a jamais mentionné que je le savais, ils avaient commencé à suspecter que quelque chose n'allait pas. On pensait que vous étiez peut-être séparés ou quelque chose, Marc m'a dit. Pierre ne parlait plus jamais de toi et quand on demandait à propos de sa femme, il changeait de sujet, mais Sophie était toujours là, agissant comme si elle y avait sa place. Marc a également révélé que Pierre et Sophie avaient partagé des chambres d'hôtel pendant les rassemblements hors de la ville pendant au moins 6 mois. D'autres membres du club les avaient vus ensemble de manière clairement non platonique, mais ils s'occupaient de leurs affaires, supposant que c'était une sorte d'arrangement dont j'étais au courant. Si nous avions su que tu n'en avais aucune idée, quelqu'un aurait dit quelque chose, m'a assuré Marc. Nous ne tolérons pas les tricheurs dans notre club. Pierre a été prié de partir. Apprendre que toute la communauté motarde de Pierre avait essentiellement été témoin de son affaire, pendant que j'étais à la maison à m'inquiéter pour notre mariage, fut un autre coup dévastateur. J'avais été la seule personne à ne pas savoir ce qui se passait dans ma propre vie. Une semaine après la fête, j'ai reçu une visite inattendue. Hélène, la sœur aînée de Sophie, s'est présentée à ma porte, l'air embarrassée et en colère. Je suis venue m'excuser pour ma sœur, a-t-elle dit. Et pour te dire certaines choses que tu devrais savoir. Hélène a révélé que Sophie parlait de Pierre depuis des années. Même pendant ses relations précédentes, elle avait toujours prétendu qu'il était celui qui lui avait échappé et avait maintenu un niveau d'intérêt inapproprié pour sa vie tout au long de mon mariage. Elle avait l'habitude de me soutirer des informations sur votre mariage chaque fois que nous parlions, Hélène a admis. Elle voulait savoir si tu semblais heureuse, si Pierre semblait heureux, s'il y avait des problèmes. J'ai pensé qu'elle était juste une amie inquiète, mais maintenant je réalise qu'elle cherchait une ouverture. Hélène m'a également dit que Sophie avait prévu de confesser ses sentiments à Pierre pendant des mois avant que leur liaison ne commence réellement. Elle attendait le bon moment, la bonne crise dans notre mariage qu'elle pourrait exploiter. Elle m'a dit qu'elle serait là pour Pierre quand il aurait besoin de quelqu'un à qui parler de ses problèmes conjugaux, Hélène a dit. Je lui ai dit que c'était inapproprié, qu'elle devrait vous encourager à voir un conseiller plus tôt, mais elle a dit que tu ne comprendrais pas Pierre comme elle le faisait. La révélation que Sophie attendait et planifiait activement de détruire mon mariage était presque pire que de découvrir l'affaire elle-même. Ce n'était pas une attirance spontanée qui avait dégénéré. C'était une campagne calculée pour me voler mon mari. Hélène a également mentionné que leur famille était complètement dégoûtée par le comportement de Sophie. Nos parents sont hors d'eux. Ils t'aimaient. Toujours parler de la bonne amie que tu étais pour Sophie. Quand je leur ai dit ce qui s'était passé à ta fête d'anniversaire, ma mère a pleuré pendant des heures. Les procédures légales ont avancé rapidement, en partie parce que l'avocat de Pierre lui a conseillé que se battre ne ferait que rendre public plus de détails embarrassants. Mais pendant le processus de découverte, mon avocate a découvert des relevés financiers qui ont révélé à quel point la tromperie de Pierre et Sophie avait été étendue. Pierre avait utilisé notre carte de crédit conjointe pour payer des chambres d'hôtel, des dîners et des cadeaux pour Sophie pendant plus de 8 mois. Il avait également retiré des sommes importantes en espèces de notre compte d'épargne. Argent dont nous savions maintenant qu'il avait été dépensé pour Sophie. La trahison financière totalisait près de 12 000 €, argent qui provenait de nos ressources partagées alors que j'étais complètement inconsciente de la façon dont il était dépensé.
Votre mari vous a essentiellement volé pour financer sa liaison, m'a expliqué mon avocate. Cela nous donne un levier considérable dans les négociations de règlement. Mais la découverte la plus choquante est peut-être survenue lorsque mon avocate a assigné les relevés téléphoniques de Pierre comme preuve pour la procédure de divorce. Les relevés ont révélé que Pierre et Sophie avaient été en contact beaucoup plus intensivement que même je ne l'avais réalisé. Ils s'envoyaient des SMS des dizaines de fois par jour, parlaient pendant des heures chaque soir après que je me couchais, et coordonnaient leurs horaires avec une précision militaire. Les relevés téléphoniques ont également montré que leur communication avait commencé à s'intensifier il y a environ un an, bien avant que je ne remarque des problèmes dans mon mariage. Ils construisaient leur liaison émotionnelle pendant des mois avant qu'elle ne devienne physique, et ils avaient été incroyablement prudents pour me le cacher. Le plus accablant de tout, les relevés incluaient des horodatage qui prouvaient que Pierre mentait constamment sur ses allées et venues. À des dates où il prétendait être à des réunions de travail tardives, il envoyait des SMS à Sophie pendant des événements du club prétendument hors de la ville. Son téléphone avait borné sur des antennes relais près de la maison de Sophie. Le schéma de tromperie était si étendu qu'il devint clair que Pierre ne m'avait pas dit la vérité sur ses activités depuis plus d'1 an. Mon avocate a présenté ses preuves à l'avocat de Pierre avec un simple message. Réglez généreusement ou nous rendrons tout cela public pendant le procès de divorce. Pierre a transigé. J'ai reçu 70% de nos biens matrimoniaux, la maison, et suffisamment de prestations compensatoires pour maintenir mon mode de vie pendant que je reconstruisais ma carrière. Pierre a également accepté de rembourser l'argent qu'il avait volé de nos comptes conjoints pour financer sa liaison. Mais le règlement financier n'était qu'une partie de l'histoire. Les conséquences sociales pour Pierre et Sophie furent sévères et durables. Sophie a perdu plusieurs clients indépendants quand la nouvelle de son rôle dans la rupture de mon mariage s'est répandue. Apparemment, certains de ses contacts professionnels étaient des amis communs qui estimaient qu'ils ne pouvaient pas faire confiance à quelqu'un qui avait systématiquement trompé sa meilleure amie pendant des mois. Sa réputation professionnelle dans la communauté très soudée du design de notre ville du Sud fut irrémédiablement endommagée. L'entreprise de construction de Pierre a également souffert. Plusieurs de ses clients de longue date étaient mes amis ou membres de famille qui avaient assisté à notre fête d'anniversaire. Ils ont annulé leur contrat, disant qu'ils ne pouvaient pas faire confiance à quelqu'un qui avait menti à sa femme pendant des mois pour gérer leur projet honnêtement. Son association professionnelle a été dissoute quand son associé a décidé qu'il ne pouvait pas être associé à quelqu'un qui avait attiré une attention aussi négative sur leur entreprise. Le club de motards a formellement expulsé Pierre, déclarant que son comportement était incompatible avec leurs valeurs d'honnêteté et de fraternité. Ce fut particulièrement dévastateur pour Pierre puisque le club avait été une partie si centrale de son identité et de sa vie sociale. Mais la conséquence la plus intéressante fut peut-être la façon dont leur relation s'est déroulée une fois qu'elle n'était plus secrète. 6 mois après la finalisation du divorce, j'ai croisé Maria, une amie commune qui était restée neutre pendant la procédure de divorce. Elle m'a dit que la relation de Pierre et Sophie était en grande difficulté. Il s'avère que les relations construites sur des mensonges et la tromperie ne deviennent pas soudainement honnêtes juste parce que le secret est révélé. Maria a observé qu'il ne se faisait pas confiance. Sophie n'arrête pas de se demander si Pierre la trompera comme il t'a trompé. Pierre en veut à Sophie de ne pas avoir été plus compréhensive pendant la procédure de divorce. Ils se disputent constamment. Maria a également mentionné que Pierre et Sophie avaient tous deux essayé de contacter divers amis, tentant de réparer leurs relations endommagées et leur position sociale. Mais la plupart des gens n'étaient pas intéressés par le maintien d'amitié avec des gens qui s'étaient avérés capables d'une tromperie aussi étendue. Ce n'est pas seulement qu'ils ont eu une liaison, Maria a expliqué. C'est qu'ils ont menti à tout le monde pendant des mois tout en faisant semblant de se soucier de tes sentiments. Les gens se sentent manipulés, comme s'ils étaient des complices involontaires à te faire du mal. 1 an après le divorce, j'ai appris que Pierre et Sophie s'étaient séparés. Selon le réseau des commérages, Sophie avait découvert que Pierre la trompait émotionnellement avec une femme de son nouveau travail. Quand elle l'a confronté à ce sujet, il l'avait accusée d'être paranoïaque et contrôlante. L'ironie était cinglante. Pierre utilisait les mêmes techniques de gaslighting sur Sophie qu'il avait utilisées sur moi. Et Sophie vivait le même doute et la même confusion que j'avais vécu pendant des mois. Elle m'a appelé en pleurant, Hélène me l'a dit quand elle est passée pour me mettre au courant de la situation de sa sœur. Elle a dit que Pierre lui donnait l'impression d'être folle pour avoir des préoccupations parfaitement raisonnables concernant son comportement. Cela te dit quelque chose ? Je n'ai tiré aucune satisfaction de la rupture de Pierre et Sophie, mais j'ai trouvé intéressant que Pierre soit immédiatement revenu à son schéma de tromperie une fois qu'il s'est senti en sécurité dans une nouvelle relation.
Cela a confirmé quelque chose que j'avais soupçonné. Sa liaison avec Sophie n'avait pas été une question d'amour ou de compatibilité. Ça avait été à propos du frisson d'avoir des secrets et de l'excitation de s'en sortir avec des mensonges. Quant à ma propre guérison, le processus a été plus lent que je ne l'avais espéré, mais plus gratifiant que je ne l'avais cru. Les premiers mois furent difficiles, non seulement à cause du divorce, mais parce que je reconstruisais tout mon cercle social. Perdre un mari et une meilleure amie simultanément signifiait que beaucoup de mes activités régulières et amitiés n'étaient plus confortables ou disponibles. Mais alors que j'ai commencé à créer de nouvelles routines et à rencontrer de nouvelles personnes, j'ai réalisé à quel point ma vie avait été contrainte en m'adaptant aux mensonges de Pierre et à la manipulation de Sophie. Je me rendais plus petite et moins exigeante pour éviter de déclencher leur culpabilité ou leur suspicion. J'ai commencé à prendre des cours d'art, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais n'avais jamais poursuivi parce que Pierre trouvait mes intérêts artistiques peu pratiques. J'ai rejoint un groupe de randonnée, ce qui a mené à des escapades de week-end dans des endroits où Pierre n'avait jamais voulu aller. J'ai commencé à voyager à l'étranger, utilisant une partie de mon règlement de divorce pour explorer des pays dont je rêvais mais que je n'avais jamais priorisé parce que Pierre préférait les destinations familières. Le plus important, j'ai recommencé à faire confiance à mon propre jugement. Quand quelque chose clochait dans mes interactions avec de nouvelles personnes, je faisais attention à ce sentiment au lieu de le rejeter. Quand l'histoire de quelqu'un ne tenait pas la route, je posais des questions de suivi au lieu de leur accorder le bénéfice du doute. 18 mois après le divorce, j'ai rencontré David lors d'un événement du groupe de randonnée. Lui-même récemment divorcé, il avait 2 enfants adolescents et était direct de manière rafraîchissante sur ses attentes et ses limites dans les relations. Notre première dispute fut à propos de quelque chose de tout à fait banal, s'il fallait faire de la randonnée sur un sentier difficile ou prendre un itinéraire plus facile. Et après, il a dit quelque chose qui m'est resté. J'aime que tu me dises juste ce que tu penses. Mon ex-femme avait l'habitude d'être d'accord avec tout ce que je suggérais, puis de m'en vouloir plus tard pour ne pas avoir lu dans ses pensées. Je ne suis plus passive-agressive, lui ai-je dit. Si j'ai une opinion, tu le sauras. Bien. La vie est trop courte pour les jeux de devinettes et les agendas cachés. L'approche de David en matière de relations était l'opposé de tout ce que j'avais vécu avec Pierre. Quand il disait qu'il serait quelque part, il y était. Quand il faisait des projets, il les réalisait. Quand je demandais à propos de sa journée, il me disait la vérité, y compris les détails ennuyeux que Pierre aurait supprimés ou remplacés par des mensonges. Pourquoi te mentirais-je à propos de déjeuner avec mon ex-femme pour discuter des horaires scolaires de nos enfants? David a demandé quand je l'ai complimenté sur son honnêteté concernant un sujet potentiellement sensible. Ce n'est ni excitant ni romantique, mais c'est ce qui s'est passé. Mentir ne ferait que compliquer les choses sans raison. Cette relation m'a appris la différence entre quelqu'un qui vous inclut dans sa vie et quelqu'un qui gère votre perception de sa vie. Pierre avait constamment géré ma perception, fabriquant une version de lui-même et de ses activités qui m'empêcherait de poser des questions gênantes. David vivait juste sa vie ouvertement et me faisait confiance pour gérer la réalité de qui il était. 2 ans après le divorce, on m'a demandé de parler à une conférence sur l'autonomisation des femmes à propos de faire confiance à ses instincts dans les relations. J'ai failli refuser, me sentant pas qualifié pour donner des conseils puisque j'avais manqué tant de signes évidents de tromperie dans mon propre mariage. Mais alors que je préparais mon discours, j'ai réalisé que mon expérience était exactement la raison pour laquelle j'étais qualifié. J'avais appris à mes dépens ce qui se passe quand on ignore ses instincts pour préserver le confort des autres. Et j'ai découvert le pouvoir de choisir la vérité plutôt que la paix. La partie la plus difficile n'était pas de découvrir la liaison, ai-je dit au public. La partie la plus difficile était de réaliser que j'avais été entraîné à douter de mes propres perceptions quand elles entraient en conflit avec ce que d'autres voulaient me faire croire. J'ai parlé des mois à douter de ma propre santé mentale, à m'excuser d'avoir des préoccupations parfaitement raisonnables, à accepter que tu es paranoïaque comme réponse à des questions légitimes. Mon mari et ma meilleure amie ne m'ont pas seulement trahi, ai-je expliqué. Ils m'ont appris à me trahir moi-même en ignorant mes propres instincts. La réaction à ce discours fut écrasante. Des femmes sont venues me voir après pour partager leurs propres histoires d'intuitions rejetées, de préoccupations minimisées, et de réalités remises en question par des gens qui avaient quelque chose à cacher. Une femme m'a dit qu'elle s'était sentie méfiante à propos de la nouvelle routine d'entraînement de son mari qui semblait impliquer beaucoup de séances de gym tard le soir avec une entraîneuse spécifique. Après avoir entendu mon discours, elle a décidé de faire confiance à ses instincts et d'enquêter au lieu d'accepter ses assurances qu'elle était insécurisée.
Une autre femme a mentionné que sa meilleure amie l'avait encouragée à laisser de l'espace à son mari quand elle avait exprimé ses préoccupations concernant son comportement et que mon histoire lui avait fait réaliser que son amie pouvait avoir des arrière-pensées pour ce conseil. Ton discours de fête d'anniversaire est devenu viral dans notre groupe de médias sociaux, m'a dit une femme. C'est devenu une façon courte de dire refuser de protéger des mensonges qui vous blessent. J'ai commencé à parler régulièrement lors d'événements, partageant mon histoire avec des femmes qui luttaient pour faire confiance à leur propre perception dans les relations. La question la plus fréquente que je recevais était, comment distinguer les préoccupations légitimes des pensées paranoïaques? Ma réponse était toujours la même. Si quelqu'un vous fait constamment douter de votre propre mémoire, perception ou santé mentale au lieu de répondre à vos préoccupations réelles, c'est une information sur eux, pas sur vous. J'ai également développé un test simple que j'ai partagé avec les auditoires. Si vous ne pouvez pas poser de questions directes sur le comportement de quelqu'un sans être accusé d'être paranoïaque, contrôlant ou insécure, vous n'êtes pas dans une relation saine. Les gens sains accueillent les questions car ils n'ont rien à cacher. 3 ans après le divorce, j'ai reçu une invitation à un mariage qui m'a surprise. Marc, l'ancien ami de Pierre du club de motards, se mariait et m'avait invité à la cérémonie. Sa fiancée avait entendu mon histoire et avait expressément demandé que je sois incluse. Vous ne vous souvenez probablement pas très bien de moi, a-t-elle dit quand j'ai appelé pour confirmer ma présence. Mais j'étais à votre fête d'anniversaire ce jour-là. Ce que vous avez fait a changé ma vie. Elle a expliqué qu'elle était dans une relation où elle remettait constamment en question ses propres perceptions parce que son petit ami expliquait toutes ses préoccupations. Me voir présenter des preuves et refuser d'accepter le gaslighting l'avait inspiré à exiger l'honnêteté dans ses propres relations. J'ai rompu avec lui 2 semaines après votre fête, a-t-elle dit. Commencé à sortir avec Marc 6 mois plus tard, et la différence est incroyable. Marc répond honnêtement à mes questions au lieu de me faire sentir folle pour les poser. À leur réception de mariage, j'ai rencontré plusieurs autres femmes qui avaient été à ma fête d'anniversaire et avaient fait des changements importants dans leur propre vie après. L'une avait divorcé de son mari après avoir finalement enquêté sur des soupçons qu'elle avait ignorés pendant des années. Une autre avait mis fin à une amitié toxique avec quelqu'un qui manipulait son auto-perception. Une troisième avait commencé une thérapie pour travailler sur la confiance en son propre jugement après des années à s'entendre dire qu'elle était trop sensible. Votre fête est devenue ce catalyseur pour nous toutes, a expliqué une femme. Elle nous a montré ce que c'est que de choisir la vérité plutôt que le confort, même quand la vérité était dévastatrice. Je n'avais jamais eu l'intention de devenir une sorte d'inspiration pour d'autres femmes, mais apparemment, c'est ce qui s'est passé. L'histoire de ma fête d'anniversaire s'est répandue dans les cercles sociaux de notre ville du Sud et au-delà, devenant un récit édifiant sur les dangers du gaslighting et une histoire de succès sur le pouvoir de faire confiance à ses instincts. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, mariée à David, et plus heureuse que jamais. Nous avons une famille recomposée avec ses 2 enfants, et nous avons construit notre relation sur la base d'une honnêteté radicale que j'ai appris qu'il était possible après avoir vécu des années de tromperie. Quand la fille adolescente de David m'a demandé à propos de mon premier mariage, je lui ai dit la vérité. Que j'avais ignoré mes instincts trop longtemps, que j'avais accepté les mensonges pour préserver la paix, et que j'avais appris à mes dépens que le confort construit sur la tromperie n'est pas vraiment du confort du tout. Comment sais-tu que David ne fera pas la même chose, a-t-elle demandé. Je ne sais pas, j'ai admis. Mais je me connais maintenant. Je sais à quoi ressemblent les signaux d'alarme. Je fais confiance à mes instincts, et je pose des questions directes quand quelque chose n'a pas de sens. Si David commence un jour à me mentir comme Pierre l'a fait, je le remarquerai beaucoup plus tôt et le gérerai très différemment. Tu veux dire que tu le quitterais? Je veux dire, je me ferai entièrement confiance. Quoi que cela me conduise à faire. La moto a disparu depuis longtemps. Pierre l'a vendue pendant la procédure de divorce. Probablement parce que ça lui rappelait comment ses mensonges avaient été exposés. Mais parfois je pense à cette Harley rouge garée dans le garage de Sophie et comment ce seul moment de découverte a tout changé dans ma compréhension de ma propre vie. Si je n'avais pas fait confiance à mes instincts ce jour-là, si je n'avais pas enquêté sur ce que j'avais trouvé, si j'avais accepté les explications et le gaslighting inévitable de Pierre et Sophie, je pourrais encore vivre dans un mariage construit sur des mensonges, confiant mes peurs à quelqu'un qui travaillait activement contre mon bonheur. La fête d'anniversaire n'était pas une vengeance. Il s'agissait de refuser de porter les secrets des autres quand ces secrets détruisaient ma vie. Il s'agissait de choisir ma propre dignité plutôt que leur commodité. Il s'agissait de donner à tous ceux qui se souciaient de moi les informations dont ils avaient besoin pour comprendre ce qui s'était réellement passé dans mon mariage. Parfois,
la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser de permettre la tromperie de quelqu'un d'autre. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de dire la vérité, même quand elle détruit tout ce que vous pensiez vouloir. Et parfois, la chose la plus révolutionnaire que vous puissiez faire est de faire entièrement confiance à vos propres instincts. Même quand les personnes que vous aimez le plus investissent à vous convaincre que vous avez tort. J'ai choisi la vérité plutôt que le confort, l'honnêteté plutôt que la paix, et ma propre réalité plutôt que les mensonges soigneusement construits des autres. Et je referai le même choix à chaque fois. Parce que vivre dans la vérité, même une vérité dévastatrice, est infiniment mieux que de vivre dans de beaux mensonges. Et faire entièrement confiance à soi-même, même quand ça coûte tout ce qu'on pensait vouloir, est infiniment mieux que de trahir ses propres instincts pour préserver les secrets des autres. Parfois, les personnes qui prétendent vous aimer le plus sont celles qui causent le plus de dégâts à votre vie.